Madame la Présidente, Madame, Messieurs, imaginez-vous une seule seconde l'état des hommes, l'état de la société, l'état des relations humaines si la justice n'existait pas. Henri Lacordaire disait « L'injustice appelle l'injustice, la violence engendre la violence. Chassons la violence et laissons-nous guider par la finesse et la puissance de la justice. » Justice, quel magnifique mot. Tout aussi magnifique que Thémis, la déesse de la justice, représentant l'ordre établi. Justice, qui est le caractère de ce qui est juste, conforme au droit, représente une situation d'égalité et d'équité. L'équité est difficilement définie, renvoie à une situation d'égalité des parties. Ainsi, le Code d'Hammurabi prévoyait qu'un architecte responsable de l'effondrement d'une maison verrait ses enfants mourir si ceux de la maisonnée perdaient eux-mêmes la vie dans cet accident. D'une manière cruelle, l'équité, c'est cela. C'est un principe de stricte équivalence entre le dommage subi par la victime et la peine infligée au coupable. Acquitter, relaxer. Vous le devinez bien, ce ne sont non pas les paroles d'une berceuse pour faire tomber les enfants dans les bras de Morphée, mais des mots utilisés par les professionnels du droit lorsqu'ils rendent justice. Cependant, peut-on rendre justice ? Avons-nous la capacité de déterminer, de dire ce qui est juste, condamnable ou non ? Oui, nous pouvons rendre justice. Mais avant tout, nous devons la rendre. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser parler ma raison et ma morale au lieu de faire parler mon cœur pour vous montrer que la justice peut être rendue. Pour le respect de la personne humaine d'abord, mais également pour la cohésion sociale. Madame la Présidente, si la justice n'existait pas, l'humanité verrait sans doute son essence s'effacer. Dans un monde inégal, injuste, comment les hommes seraient-ils défendus si les avocats n'étaient pas là ? Comment les droits des hommes seraient-ils protégés sans les professionnels du droit ? Je clame donc que oui, nous pouvons rendre justice, dire ce qui est condamnable ou non pour la primauté de l'homme. Notre morale l'exige, car nous ne pouvons pas traiter une personne comme une chose, à l'utiliser sans égard pour sa dignité d'être humain. C'est pour cela que l'esclavage, l'exploitation, le viol, le harcèlement ou la maltraitance sont condamnables. Mais alors, comment peut-on défendre un criminel, un violeur ou un pédophile ? Il est indispensable pour moi de dissocier la personne de la faute commise. Sachez que l'humain est naturellement bon, naturellement vertueux, mais totalement corrompu par la société. En état de nature, l'homme est innocent et inoffensif. Ses désirs ne dépassent pas ses besoins. Mais la société transforme la nature de l'homme, multiplie les désirs de l'homme et développe l'esprit de l'homme pour le meilleur parfois, certes, mais surtout pour le pire. C'est à ce moment-là que l'homme apprendra à mentir, à dissimuler, apprendra la méchanceté et la violence et surtout abusera de sa force pour dominer ses semblables. Dans ce cas-là, rendons justice et accusons la société d'avoir tué l'homme, d'avoir tué l'humanité. C'est pour cette raison que la justice peut être rendue à tout le monde. Nous sommes victimes de notre propre mode de vie au final. La différence d'éducation et de culture, de coutumes et d'apprentissage mènent à des inégalités qu'il est nécessaire de traiter. Cependant, peut-on défendre n'importe qui ? La défense peut-elle connaître des limites ? Éric Dupond-Moretti disait « J'aurais pu défendre Hitler, sauf si vous me demandez de défendre le nazisme. » L'important, ce n'est pas de défendre la cause. Ce n'est pas intéressant de défendre une cause d'ailleurs. Elle nous dépourvoit de toute humanité, justement.
Pourquoi Thémis est-elle représentée avec un bandeau sur ses yeux? C'est le signe par excellence de l'impartialité de la justice. Alors oui, peut-être que ce bandeau est retiré temporairement pour pouvoir voir la balance équilibrée. Mais encore une fois, c'est pour que la justice soit rendue équitablement, mais qu'elle soit rendue. En revanche, Madame la Présidente, il ne suffit pas de rendre justice seulement pour l'homme, mais également pour le maintien de l'ordre social. Si l'on ne rendait pas justice, si l'on ne disait pas ce qui est juste, ce qui est condamnable ou non, serions-nous dans l'état actuel de paix que nous connaissons? Nul n'aurait pu imaginer un soupçon d'utopie. Pourquoi parle-t-on d'inflation législative? L'homme est un homme libre, mais s'il l'était entièrement, il abuserait de sa liberté. Certes, nous pouvons penser que pour être libres, nous devons mettre en application notre volonté. Et donc, obéir serait au contraire faire la volonté d'un autre. Certains pensent que la loi est injuste, inégalitaire, et qu'il faut imposer sa propre loi au lieu de s'y soumettre. Mais cependant, cela reviendrait à rompre le principe d'équité et ainsi créer un désordre social. En effet, la liberté anarchique, sans règle ni justice, permettrait aux plus puissants d'abuser de leur force. Or, par analogie, la loi donne les mêmes droits à tous lorsque la justice est rendue. Elle partage la liberté de manière équitable. La justice est là, la loi est là pour permettre aux hommes de vivre dans un ordre établi. Suis-je donc libre lorsque j'obéis à la loi? Oui, si je ne réclame pas la licence. Oui, si le mot loi désigne règle adoptée démocratiquement dans l'intérêt de tous. Oui, enfin, si l'obéissance désigne le respect d'une règle que l'on comprend et non une docilité passive ou craintive obtenue par la répression, la violence ou la terreur. Pour éviter toute anarchie, les lois sont là pour encadrer les hommes. À l'origine, vous le savez bien, les hommes vivaient sans loi, mais vivaient aussi perpétuellement en conflit et se faisaient du tort réciproquement. Nul ne tirait avantage de cette liberté anarchique, car chacun souffrait davantage des torts qu'il subissait. Il ne tirait aucun profit de ce qu'il pouvait infliger aux autres. Ainsi, c'est pour cela que nous devons rendre justice. Cependant, comment ce qui est juste dans un État peut-il devenir injuste une fois la frontière franchie? Eh bien, tout est une question de tolérance. Nous ne pouvons pas tout tolérer, tout accepter. Si la discrimination, l'esclavage étaient admis, la justice perdrait tout son sens, tout comme l'humanité d'ailleurs. Alors, ne condamnons pas le cannibalisme et regardons l'humanité périr si l'on ne pouvait pas rendre justice. Laissons les plus forts prendre le pouvoir. Laissons les hommes en situation de conflit. Cela n'a aucun sens. Mais cependant, ce qui prend tout son sens ici est le glaive que porte Thémis. Symbole puissant signifiant qu'il faut trancher et sanctionner pour lutter contre les inégalités et les injustices, pour rendre justice. Nous avons besoin de cette justice pour vivre. Besoin de rendre justice pour faire vivre. Besoin de cette justice pour combattre la dénaturation de l'homme. Enfin, nous avons besoin de vous. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame, Messieurs, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez
et l'on vous pardonnera. Bien sûr, cette parole du Christ est une injonction à nos âmes, une invitation personnelle à l'humilité. Elle ne prône pas l'absence d'institutions judiciaires humaines et collectives. La justice, comment la définir ? Selon l'étymologie latine, elle serait un dérivé du verbe iubere, qui signifie ordonner ou décréter. Dans une autre définition, elle se rattache au mot iu, ce qui est saint, pur, divin. Cette opposition dans la racine étymologique révèle la différence de conception profonde que l'on a de cette notion. Il faut rendre à César ce qui est à César, mais la justice, elle, à qui faut-il la rendre ? Faut-il la rendre aux hommes, émotifs et égoïstes ? Faut-il la rendre aux politiques, éphémères et partiales ? Ou faut-il la rendre à l'histoire, qui s'en sert parfois comme le pire des instruments d'oppression et d'injustice ? Cela invite à se questionner sur la finalité et le sens que l'on lui donne. Certains la considèrent comme une institution froide et utilitariste, destinée à réparer les intérêts privés lésés. D'autres estiment qu'elle est une valeur transcendante, une supériorité morale, un but à atteindre. Ainsi, comment concilier notre incapacité morale à juger et pourtant la nécessité pratique évidente de le faire ? Tout d'abord, une incapacité morale à juger au nom de la pensée chrétienne. La véritable justice viendrait d'en haut, de l'Éternel, et non pas des hommes. Et puis d'abord, mais qui est-on pour juger ? On ne connaît pas le passé, les facteurs explicatifs d'un crime. Chacun est le fruit d'un cheminement bien personnel. On ne doit pas porter de condamnation arrogante sur autrui. Il faut condamner l'acte et non pas le commettant. Il faut haïr le crime avec autant d'ardeur que l'on doit aimer le criminel. Aussi, les gens veulent rendre justice contre les autres, parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison et que seule leur vision des faits est la bonne. Mais notre perception peut s'avérer brouillée par l'opacité du cœur, par la jalousie, l'amertume ou la rébellion. Nous avons tendance aussi à condamner chez celui qui est en face nos propres mauvais penchants, comme si le fait de désigner chez les autres nos faiblesses atténuait notre responsabilité personnelle. Il y a un danger aussi, qui s'est prouvé moult fois à travers l'histoire. C'est celui d'appliquer des lois scélérates et iniques. Mais l'État doit bien rendre justice, car quelqu'un doit se charger de cette tâche indispensable. Mais attention, car une justice sans morale peut s'avérer dangereuse. Car oui, le risque de rendre justice sans considérer qu'une loi immuable et supérieure n'existe préalablement, c'est faire courir la menace de replonger dans les heures les plus sombres de notre histoire. Heureusement, certaines lois sont constantes et unanimement reconnues comme bonnes. Le droit naturel, évoqué pour la première fois dans Antigone de Sophocle, est un droit d'avant le droit, appartenant au patrimoine de l'humanité, qui est universel et sert de fondement à tous les droits en vigueur. Parce que le problème du positivisme, c'est que, comme les sophistes le prônent dans la République de Platon, il ne serait pas le droit du plus juste, mais le droit du plus fort à un moment donné. Plus précisément, dans nos sociétés de démocratie libérale, le droit du plus nombreux. Leibniz, déjà au XVIe siècle, critiquait les modernes, comme Hobbes ou Spinoza, qui confondent la justice et le pouvoir. La loi et donc la justice ne seraient que l'émanation d'un contexte sociétal. Heureusement que ce ne fut pas toujours le cas. Sinon, comment la peine de mort, alors que plus de 60% des Français étaient en sa faveur à l'époque, aurait pu être abolie le 18 septembre 1981 ? Un autre exemple, mettre les Juifs dans les trains était tout à fait légal et valide au regard du droit positif. Mais était-ce bien pour autant ? Ainsi, si la justice ne se révèle être que le bras armé de la loi et qui se prétend en dehors de toute morale, eh bien elle peut finir par être appliquée par de bien injustes juges. La justice des hommes est imparfaite, mais elle est comme un enfant persévérant, qui malgré sa chétivité
a le désir de faire au mieux. Il y a une nécessité pratique, évidente de rendre la justice. Pour éviter la vengeance privée, on ne peut pas juger. On ne peut pas. Mais on peut rendre un jugement. Sinon, la justice privée engendre l'escalade de la terreur et mène à la pire des anarchies. L'État, seul détenteur de la violence légitime et de la souveraineté suprême, doit s'arroger la tâche de rendre justice, pour éviter la propagation des règlements privés et claniques. On peut rendre justice soi-même, au sens de la capacité physique, mais on ne le doit pas. On ne le doit pas car cela est injuste, motivé par la vengeance et l'affectivité, et non le désir de l'ordre et du bien commun. On ne peut pas être juge et partie. Il faut donc faire appel à un juré, qui se révélera peut-être imparfait, mais qui sera neutre et mettra les protagonistes d'accord. Ainsi, on ne doit jamais rendre la justice au nom d'une personne physique, mais au nom du principe garant de la paix civile dans la société, d'un concept moral unificateur. Autrefois, sous l'Ancien Régime, c'était le roi qui, fontaine de justice, la rendait. Aujourd'hui, c'est au nom du peuple français que la justice est rendue. Aussi, si l'État, pour des raisons de compromis, idéologiques ou politiques, commence à abandonner son devoir de justice, eh bien les gens, malheureusement, finiront par la rendre eux-mêmes. Elle est nécessaire aussi par souci d'équité et de cohésion. Dans la vision d'Aristote, la justice a une double finalité, parce que c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. À la victime tout d'abord, pour que son dommage se voit réparé, mais aussi pour que le criminel, lorsque sa dignité humaine est respectée, prenne conscience de sa faute, avance dans son cheminement personnel, la mûrisse et avance vers la rédemption. On peut penser à la justice réhabilitative concernant cette question. Mais on peut aussi rendre justice autrement qu'au sens pénal et civil du terme. On peut aussi penser à la justice économique et sociale. Le droit protège la propriété privée et donc l'inégalité des biens. Faut-il le regretter ? Une société inégalitaire est très certainement plus prospère qu'une société à l'égalité forcenée, même pour les plus pauvres. Donc moralement, on peut rendre la justice en termes économiques. Et au sujet de la justice sociale, les anciens établissaient une distinction entre la justice commutative ou réciproque, qui est nécessaire pour les échanges, et la justice distributive, qui est basée sur un principe de proportionnalité, selon les besoins de chacun. Donc on peut tout à fait rendre la justice inégalement, en fonction du mérite personnel. Les politiques publiques s'essayent d'ailleurs souvent, à travers plusieurs exemples, de rendre la justice, à travers le RMI ou l'ISF, en rééquilibrant les inégalités. On doit donc juger en fonction de l'équité, et non dans une froide, stricte et machinale application des textes. La morale est omniprésente dans le droit, car on ne peut jamais être neutre. D'ailleurs, le juge français s'arroge certaines largesses, contestées peut-être, au nom de cette cause. On peut penser au récent principe de fraternité, dégagé le 6 juillet 2018 par le Conseil constitutionnel dans l'affaire de Cédric Herrou. La justice est un idéal, et elle se devrait de restituer l'ordre naturel des choses. Le bien d'autrui doit être en même temps le nôtre. Alors oui, futurs juristes, et vous, mesdames et messieurs les jurés, qui avez déjà le pouvoir de le faire, rendons la justice malgré tout. Rendons-la au bien, rendons-la au nom du bien, rendons-la pour l'équité, rendons-la pour la probité, rendons-la pour la vérité. Et même si ça n'est pas possible, alors essayons quand même. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame, Messieurs, qu'est-ce que la justice dans la communauté humaine ? Un roi de droit divin, confortablement installé sous un chêne ? Une déesse aveugle, glaive dans la main droite, balance à plateau dans la gauche ?
Assurément, non. Pour avoir une idée plus exacte de la justice des hommes, je vous propose de bousculer un peu les symboles. Remplacer le roi par un quidam et le trône par une planche instable. Oublier la déesse pour lui substituer un cul de jade consciencieux, tout occupé à maintenir l'équilibre des plateaux à partir de son instabilité propre. Et maintenant, seulement maintenant, mesdames et messieurs, vous avez une représentation plus exacte de la question qui nous occupe aujourd'hui et à laquelle je répondrai par la négative. Rendre la justice, donc. Quel lieu plus approprié que celui-ci pour en débattre ? En première approche, cette expression correspond à l'action de rétablir des situations constatées et considérées injustes, de restituer un dû. Il y a ainsi un lien entre la justesse, l'exactitude et la justice. Dès lors, il m'est impossible d'aborder notre sujet sans faire de la notion de vérité un élément central de ma démonstration. Comme l'affirmait Rousseau, la justice elle-même se trouve dans la vérité des choses. Car quand la vérité n'est pas juste, la justice n'est pas vraie. Alors, peut-on rendre justice ? Sommes-nous légitimes et capables de rééquilibrer ces situations, d'opérer pour qu'elles soient rétablies pour être justes ? Disposons-nous des moyens nécessaires pour parvenir à nos fins ? Qui est ce « on » dont on nous demande s'il peut rendre justice ? La nature ? Les dieux ? Les hommes ? Ma démonstration traitera le sujet à l'humble hauteur de ces derniers. Admettre que nous pouvons rendre justice relève pour certains de l'illusion, tandis que soutenir l'inverse découle pour d'autres du pessimisme. Or, pour être considérée valablement rendue, la justice se doit d'être complète. Car ne rendre justice qu'à une fraction de la population, c'est créer une injustice pour tous les autres. Partant de ce constat, il apparaît impossible de rendre parfaitement justice, d'une part parce que les hommes sont illégitimes à exercer un tel pouvoir, d'autre part parce que même lorsqu'ils essayent, les tentatives de rendre justice se révèlent imparfaites. J'analyserai ces deux points successivement. Rendre justice, certes, mais à qui ? Selon l'adage, nul ne peut se faire justice à soi-même. Nous, hommes et femmes, analysons les situations et tentons de les réparer par le prisme de nos passions, de nos préjugés et de nos expériences. L'homme n'est que subjectivité. Et si la justice est une lumière pure, celui qui tente de la rendre à son unique profit en brouille le rayonnement et la divise en tant de faisceaux que le résultat espéré demeure inéclairé. Il paraît donc paradoxal que des êtres incapables de percevoir la justesse des situations les touchant personnellement soient légitimes à les rééquilibrer. La raison en est toute évidente. Les hommes ne se rendent pas justice. Ils se vengent. Alors, me direz-vous, si l'on ne peut se faire justice à soi-même, c'est la raison pour laquelle ce sont des magistrats, après avoir prêté serment, qui sont habilités à le faire au nom du peuple. Mais cette habilitation constitutionnelle est-elle justifiée sur le plan moral ? L'expression de rendre justice semble vouloir toucher au plus près ce qui est juste. Pourtant, dès lors que des variables de valeur et de mérite entrent en considération, sa conception peut varier d'un homme à un autre. Depuis Bourdieu, nous savons que l'homme, chaque individu, agit à l'aune de capitaux sociaux, économiques, culturels et symboliques amassés au fil des ans. L'homme peut donc, le cas échéant, tenter de trouver un terrain d'entente. Mais admettre qu'il est capable de rendre justice, c'est omettre le fait que les injustices ainsi pointées dépassent bien sa portée. Par ailleurs, comme le soulignait Chateaubriand, la justice est le pain du peuple. Il est toujours affamé d'elle. Il est donc nécessaire, pour conserver l'équilibre de la société, pour rassasier cette avidité, d'essayer de rendre justice. J'en viens donc au second point de ma démonstration,
les tentatives de rendre justice trouvent des limites tangibles. Tout d'abord, car des influences extérieures s'exercent sur ceux qui entendent la rendre. Ensuite, parce que les moyens pour y parvenir sont inappropriés. Ainsi, rendre justice est un objectif sans cesse parasité par de multiples facteurs extérieurs. La contrainte du temps, la nécessité d'en faire un symbole et l'impératif de satisfaction de l'opinion publique. Alors parfois, le justicier a ses raisons que la justice ignore. Vendredi 8 mars 2019, 10h54, compte Twitter de Richard Ferrand, dernier post. À l'occasion de la journée des droits des femmes, les 2 séances de questions au gouvernement seront présidées par les 2 vice-présidentes de l'Assemblée nationale. Si cette annonce sonne comme une justice rendue au sexe féminin, est-ce reconnaître les mérites des femmes que de leur allouer une journée à présider cette assemblée lorsqu'elle l'est par des hommes le reste de l'année, et ce, depuis des siècles? Cette décision, prise au service d'une justice symbolique, n'a d'autre effet que de faire persister des inégalités existantes. #paradoxe. En outre, le juge doit juger selon des règles de droit établies et des lois votées représentant la volonté générale. Or, force est de constater qu'il n'existe pas de texte sans contexte. Les dispositions sur lesquelles se fondent les solutions de justice sont le fruit d'une époque, d'un consensus et d'une majorité. Terence disait que justice extrême est extrême injustice. Si décider en se fondant sur des textes semble juste, qu'en est-il lorsque ces textes eux-mêmes ne le sont pas? Lorsque la perception de ce qui est juste semble conjoncturelle? C'est ainsi que le sujet m'a amené à me questionner sur la notion de ce dû, révélateur de la relativité du juste. L'exemple des lois successorales illustre le fait que le droit pourra être rigoureusement appliqué sans pour autant que justice ne soit rendue. Un vieillard, abandonné par sa descendance, dépouillé jusqu'à son dernier sou, esseulé jusqu'à son dernier souffle, ne pourra déshériter ses enfants, précisément car cette succession est considérée comme due à ces derniers. Est-ce mérité? Je vous laisse en juger. Et à moins que l'on ne s'appelle l'idole des jeunes, échapper à ces règles est impossible. Car s'il en est un qui avait beau crier « Que je t'aime » à Laura, il préféra la route 66 dédiée à la Nationale 7 de Trenay, donnant à son chemin le doux nom d'évasion. Nous autres, communs des mortels, ne pouvons nous soustraire à la loi française en la matière. Et paradoxalement, vous en conviendrez, ne pas l'appliquer relèverait de l'injustice. Le constat est donc sans appel, les routes du droit et du juste divergent plus qu'elles ne convergent. Mais rendre justice, c'est parfois tout simplement reconnaître avec justesse et fidélité la véracité d'une situation. Pour autant, les procédés utilisés de l'enquête au procès sont conditionnés par le respect de procédures strictes. Partant de ce postulat, la vérité sur laquelle s'appuie la justice pour rendre ses décisions n'est pas objective, mais judiciaire. Blaise Pascal, à ce titre, a mis en avant le fait que la justice et la vérité sont 2 pointes si subtiles que nos instruments sont trop émoussés pour y toucher exactement. Polis par des siècles d'usure, arrondis par pléthore d'impératifs de plus grande envergure, les moyens judiciaires supposés permettre de révéler la vérité s'avèrent inadaptés. Pour conclure, si rendre justice n'est pas chose possible pour les hommes, cela demeure un idéal indispensable à la conservation de l'équilibre social. Car agissant comme un guide, sa croyance permet de rendre des décisions et de conditionner des comportements s'approchant au plus près de ce qui est juste. Cela fait près de 10 minutes que je me tiens devant vous et j'observe que nul arbre n'ombrage cette salle, qu'aucune fleur de lys ne festonne vos poitrines et que pas une de vos mains n'en serre une épée. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'aujourd'hui votre sentence ne portera pas le sceau de la justice absolue, il vous reste désormais une chose,
le pouvoir de juger. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Madame, Messieurs, je ne vous cache pas que c'est la première fois que je suis confronté à un jury dans une salle des assises. Et c'est pourquoi, avant de répondre au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais d'abord vous remercier de vous être déplacés et de nous accueillir dans ce tribunal où chaque semaine, on rend la justice. Il est en effet possible de rendre la justice et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Dans toute société humaine, il a existé, existe et existera des systèmes, des organes destinés à rendre la justice, qui prennent des décisions, qui interviennent en cas de différend. Ce sont des juges, des jurys, des seigneurs, des sages ou des arbitres. Ils font appel à des règles écrites, des coutumes orales, des signes extérieurs, interrogent ou questionnent et finissent toujours par trancher, parfois plus que le litige d'ailleurs. Cependant, le véritable rôle de ces systèmes ne devrait pas être de rendre la justice, mais de rendre justice à une personne, à un groupe de personnes, voire même à tout un peuple. Rendre justice, c'est reconnaître un individu à sa juste valeur, mais rendre justice, c'est aussi et surtout rétablir l'individu dans ses droits. Rendre justice, enfin, c'est éviter que la personne lésée ne se fasse justice elle-même, se faisant alors juge de ses propres actes. Rendre justice nécessite donc une certaine neutralité. Cela implique de se placer au-dessus des parties. Cela suppose une certaine intermédiation et pour ce faire, le plus souvent la société va confier cette fonction à un tiers, le magistrat. Rendre justice découle donc de ce contrat social essentiel passé entre le citoyen et cette société organisée qui permet de pacifier les rapports entre les individus en évitant la vengeance privée, car oui, je dis bien privée. On peut prétendre dans certains cas que cette justice revient à venger une injustice. Simplement, on va canaliser cette vengeance. On va la canaliser entre les mains de l'État, de la société qui en a le monopole. Cette vengeance publique est une des fonctions du droit pénal. Mais rendre justice à quelqu'un, c'est avant tout la reconnaissance par la société de ses droits en tentant de les rétablir en nature ou en équivalent. Je fais ici allusion au rôle des dommages et intérêts. Mais rendre justice reste un idéal. Comment l'atteindre ? Peut-on véritablement rendre justice ? Je crois sincèrement que l'on peut rendre justice, et je vais m'attacher à vous démontrer que s'il peut sembler à première vue illusoire de prétendre rendre justice, il n'en est rien. Mais il est nécessaire de définir ce qu'est réellement rendre justice, pour comprendre comment y parvenir. Le 11 mai 1987, à 13h, s'ouvre à la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie. Pour la première fois en France, un homme est jugé pour crime contre l'humanité. L'accusé s'avance. Selon une correspondante de la Croix, il est petit, fluet, légèrement voûté dans son costume gris sombre, un vieillard. C'est donc lui que l'on surnomme le boucher de Lyon, le bourreau de Jean Moulin, responsable de la déportation de centaines de Juifs de France, cet officier de la SS et de la Gestapo qui maniait avec zèle les tenailles, les épingles rougies au feu, broyant les os des Français qui mouraient en hommes libres, pour reprendre les mots de Joseph Kessel. Ce procès, c'est une succession de témoignages de victimes. Ce procès est magistral et exemplaire. C'est le premier procès filmé en France. C'est le procès pour la mémoire. C'est le procès pour l'histoire. Mais on peut sérieusement s'interroger sur le sens d'un tel procès. A-t-on réellement rendu justice ? N'était-il pas trop tard, plus de 40 ans après qu'il ait commis ces faits ? Le procès Barbie est avant tout symbolique. Cette justice consistait davantage à montrer l'exemple, mais ce n'est pas vraiment cela, rendre justice. Il est effrayant de penser que l'un des plus célèbres procès de la Ve République n'avait peut-être pas pour objectif principal de rendre justice. On pourrait alors logiquement penser que rendre justice est parfois impossible. Et pourtant, par cette décision, les juges n'ont-ils pas reconnu ces centaines de victimes à leur juste valeur ? Ne les ont-ils pas rétablis en tant qu'humains, eux dont les droits les plus fondamentaux avaient été bafoués ? Mais peut-on réellement satisfaire la victime du pire crime par une simple décision de justice ? Ce n'est évidemment pas aussi simple
que l'annulation d'une vente pour dol qui, par son effet rétroactif, rétablit la victime dans ses droits. Mais est-ce pour autant que ce procès n'a pas permis de rendre justice aux victimes ? Lorsque l'on observe le monde qui nous entoure, on peut être tenté de croire qu'il est illusoire de prétendre rendre justice. Qui n'a jamais entendu cette fameuse phrase « il n'y a pas de justice » à l'annonce d'une énième ordonnance de non-lieu à l'égard d'un homme politique ou à l'annonce de la décision d'un arbitre de football validant un but marqué par, je cite, « la main de Dieu ». En effet, juger ou arbitrer revient le plus souvent à faire un heureux et un malheureux, un gagnant et un perdant, perdant qui, le plus souvent, considérera qu'on ne lui a pas rendu justice. Je prendrai actuellement l'exemple d'une audience en matière correctionnelle à laquelle j'ai pu assister dans cette salle il y a quelques semaines. À la suite de l'annonce des sentences de 2 des prévenus, la mère de ceux-ci s'est levée de son banc en prononçant à l'encontre des magistrats des paroles que la bienséance m'interdit de répéter devant vous, mais qui trahissaient une détresse terrible. Ce sentiment d'injustice est humain et commun à tous, mais il ne signifie pas pour autant qu'on ne nous a pas rendu justice. Il signifie simplement l'incompréhension de cette mère de famille, ainsi que sa perte de confiance envers l'institution judiciaire et le modèle de société que celle-ci défend. Et pourtant, chacun doit avoir le sentiment que justice lui a été rendue. Difficile de satisfaire tout le monde, je vous l'accorde. Mais doit-on pour autant prétendre qu'il est impossible de rendre justice ? Bien sûr que non. Quel pessimisme ! Pourquoi ne pas plutôt se demander comment mieux rendre justice ? Un des exemples qui me paraît illustrer la volonté du législateur de mieux rendre justice est la création de la procédure de jugement des personnes reconnues irresponsables en raison d'un trouble mental. Cette procédure a pour but d'organiser un véritable procès qui, le plus souvent, aura pour conséquence un arrêt de la chambre de l'instruction par lequel elle reconnaît que s'il existe des charges suffisantes contre la personne pour établir qu'elle a bien commis les faits qui lui sont reprochés, celle-ci demeure irresponsable pénalement. Une telle mise en scène a-t-elle un sens ? A-t-on rendu justice à la personne aliénée en la traitant ainsi sur le banc des accusés ? Mais pourtant, n'était-ce pas aussi rendre justice aux victimes que de leur donner ce procès auquel toute victime a droit ? Rendre justice à une des parties, c'est déjà rendre justice. Il convient de se demander comment on pourrait mieux rendre justice, car tenter de mieux rendre justice, c'est aussi rendre justice. C'est affirmer la volonté de faire respecter les droits de chacun. Mieux rendre justice, c'est tout faire pour garantir les droits de chacun. Rendre justice, ce n'est pas trouver un coupable à tout prix. Rendre justice, c'est respecter la présomption d'innocence. C'est affirmer et garantir les droits des victimes et de la défense par le respect du contradictoire, en permettant à chacun d'être assisté par un avocat gratuitement. Rendre justice, c'est assurer la tenue d'un procès équitable, dans lequel rien n'est joué d'avance. Le procès, ce n'est pas une mascarade destinée à dissimuler l'arbitraire. Ce que l'on représente par la balance de la justice, c'est cet équilibre, cette égalité nécessaire entre les parties par le respect de leurs droits. On peut donc rendre justice, car rendre justice, c'est tout cela. Rendre justice, c'est aussi admettre que le juge peut se tromper. Rendre justice, c'est donc offrir à chaque justiciable la possibilité d'effectuer des recours. Mais je vous l'accorde, malgré toutes ces garanties, nous ne sommes jamais totalement à l'abri d'une éventuelle erreur judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle toute victime d'erreur judiciaire doit pouvoir être établie dans ses droits et dédommagée lorsque l'erreur est constatée. Et c'est aussi pourquoi certaines peines sont inadmissibles dans un État qui prétend rendre justice. Robert Badinter le disait, parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'une justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Rendre justice, c'est aussi interdire la torture. Rendre justice, c'est la personnalisation de la peine et la prise en compte des circonstances. Rendre justice, c'est avoir des prisons décentes. On peut donc rendre justice, car rendre justice, c'est tout cela. Rendre justice, c'est organiser la justice comme une institution impartiale pour que chacun ait confiance en elle. Rendre justice, c'est garantir l'indépendance du parquet. Rendre justice, c'est s'assurer de la neutralité des juges. Rendre justice, c'est exiger l'exemplarité de toute personne supposée œuvrer pour la justice, du gardien de la paix au garde des sceaux. Rendre justice, c'est donc empêcher
toute ingérence dans les procédures. C'est assurer le respect des règles essentielles que sont la déontologie et le secret professionnel. On peut donc rendre justice, car rendre justice, c'est tout cela. Rendre justice, c'est donc assurer le respect de par l'institution des normes qui doivent être comprises et acceptées par les justiciables qui y sont soumis, d'autant plus que la loi est l'expression de la volonté générale. Le comédien Louis Jouvet définissait l'acteur comme l'interprète et l'instrument. C'est aussi le cas du juge, car s'il doit appliquer la loi, il doit parfois l'interpréter afin de la rendre plus juste. Mais cette loi, je vous l'accorde, est indéniablement liée à l'actualité et à la politique, et c'est là qu'est le vrai danger. Car l'inflation législative censée remédier à une crise risque de mener à des dérives justicides. On ne peut prétendre rendre justice en légiférant et en jugeant dans la peur, la colère et la précipitation. Il est essentiel de garder cela à l'esprit en période de guerre ou d'état d'urgence. Il n'y a pas de justice d'exception. Rendre justice, ce n'est pas cela. Rendre justice, ce n'est donc pas le jugement. Rendre justice, c'est être juste. Le jugement, c'est le relatif. La justice, c'est l'absolu. Réfléchissez à la différence entre un juge et un juste. Victor Hugo, je vous remercie pour votre attention. Donc le sentiment que j'exprimais tout à l'heure sur le sentiment de vertige et la qualité de ce que nous avons entendu n'était pas mon seul ressenti, c'est celui de tout le jury que j'ai derrière moi. Nous avons tous été extrêmement bluffés par votre aisance, votre charisme, votre implication et par aussi l'implication que vous avez pour défendre les valeurs qui sont celles de la République et de la justice. Donc on vous en remercie. Et je ne vais pas faire trop attendre chacun d'entre vous qui attendez forcément notre verdict. Voilà, alors donc je vous annonce que le candidat qui va porter les couleurs de Vannes sur l'échelon national est Marianne Le Goff.